je suis Stéphanie Simpson. Cette semaine, aux machines, on reçoit Alain Mignot, homme d'affaires qui est parti de rien, d'où un peu l'expression « self-made man ». Il a bâti son expertise en immobilier après avoir passé au travers plusieurs petites entreprises, dont la distribution de machines à condom. Dans cette entrevue, il nous parle de son enfance difficile dans la pauvreté, des services sociaux, des idées de grandeur qu'il a toujours eues, du fait qu'il a toujours su qu'il allait être millionnaire, de son mentor et de la vie en général. D'ailleurs, c'est notre entrevue la plus longue jusqu'à maintenant et Alain nous a promis de revenir pour nous parler un peu plus d'immobilier cette fois-ci. On approche ou on a peut-être même déjà, on doit être à peu près aux 1000 likes sur Facebook puis on est super contents. J'espère que ça va doubler d'ici la fin de l'année. Alors, vous pouvez toujours nous suivre comme d'habitude sur Facebook, sur Instagram, sur iTunes ou sur YouTube. Et n'oubliez pas aussi de nous laisser vos commentaires, des suggestions d'invités. Ça nous fait toujours plaisir puis on est toujours très réceptifs à vos messages. Puis on essaie de vous répondre le plus rapidement possible. Alors, bonne semaine et bienvenue aux machines. Ce podcast vous est présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout. Bonjour tout le monde, bienvenue aux machines. Aux machines, cette semaine, Alain Mignot. Alain, qui est un gars avec tout un parcours, en fait, qui a fait fortune en faisant différentes choses. Moi, j'ai connu à travers Éric Saint-Cyr qui est venu sur Machine, mais aussi à travers LinkedIn puis à travers différentes capsules que tu as faites. Et plus je l'ai écouté, plus j'ai senti que tu avais des choses à raconter. Alors, je suis super content de t'avoir ici aujourd'hui, Alain. Puis on a même réalisé qu'on avait des connaissances communes ensemble qui c'est super intéressant. Fait que, Alain, merci d'être là. Ça me fait plaisir. C'est moi, en fait, qui vous remercie. Écoute, comme notre temps n'est pas compté, mais je te dirais qu'avec le nombre de choses que tu as racontées, je pense qu'on va aller dans le vif du sujet tout de suite. Alain, pour les gens qui ne te connaissent pas, parle-nous un petit peu de qui est Alain Mignot. Alain, ou qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez, je pratique à mon école de communication lorsqu'il me dit « Alain, va me parler de toi devant, peu importe, devant les caméras. » Je dis « Ah, je fais ci, je fais ça. » Non. Il dit « Alain, reviens, parle de toi. Qui es-tu? » Ben, je veux c'est pas toujours facile. Hein? Je veux que tu parles de toi. Qui es-tu? Puis de ton parcours. Exact. Bonne personne, probablement maintenant un peu plus humble qu'avant. Vous savez, lorsqu'on est jeune, on veut démontrer qu'on a réussi. Anecdote, lorsque je suis rentré chez Porsche la première fois, puis j'ai vu le prix, 115 000 de la voiture, je dis, qui achète ça? Il m'a dit, les Porschistes et ceux qui veulent démontrer qu'ils ont réussi. Ah, j'ai OK, good, je vais la prendre. Mais bon, je suis vraiment une personne simple. Et lorsque je dis ça à beaucoup de monde, lorsque les choses se compliquent, ah non, c'est trop compliqué. Pourquoi faire compliqué lorsque c'est simple? Bon, mon adjointe, elle va rire, là, lorsqu'elle va écouter ça, elle va dire, Alain, non, c'est moi qui te dis ça. Mais je suis probablement une personne vraiment simple, humble, et puis un côté spirituel. Ça dépend, là. Il faut faire attention lorsqu'on dit spirituel, mais je suis une personne qui aime beaucoup les écritures, la recherche, la raison de l'être humain, là où on va prochainement, les enjeux de la planète. Ce sont tous des choses qui me touchent personnellement. C'est pour ça que j'ai fait le tour de la question, d'ailleurs. De par mon enfance, d'où je viens, d'un milieu très défavorisé, il fallait que je fasse le tour de la question. Mais pourquoi, t'es né dans une famille? Vous savez, lorsqu'on a 6 ans, 7 ans, tu vois des kids qui sont riches, ben, t'es quand même conscient, et tu te dis, mais pourquoi moi je suis né là? Pourquoi ça m'arrive pas à moi? Pourquoi ça m'arrive pas d'avoir eu la chance d'être né ailleurs? Et là, c'est des questions existentielles, ça sort pas de ta responsabilité, et d'ailleurs, tu peux pas répondre à ce genre de choses. Donc là, au fur et à mesure, bien sûr, je me suis intéressé à tout ce qui est, non pas paranormal, mais surnaturel. Et je trouve ça fantastique de faire justement le tour de notre jardin comme, je crois que c'est Gandhi ou Gandhi qui le disait, faire le tour de notre jardin est beaucoup mieux que de faire le tour de la planète, là, voyager à travers le monde. Son propre jardin, je parle. Donc voilà qui je suis. Qu'est-ce que tu as fait depuis ton jeune âge? Comment ça a commencé l'aventure? Parce que tu disais tantôt, tu as dit pourquoi je me suis retrouvé là. Puis
Pourquoi je suis Moi, pas à né? 6 ans, j'étais pas dans une famille riche. Exact. Mais finalement, peut-être que c'était ça le cadeau. Ouais. Ça me fait penser à ma mère. Ça doit faire peut-être 6 ans. Elle m'avait appelé et puis elle me dit, bon, comment ça va? Je lui parle peut-être 3 fois, 4 fois par année. Je lui dis, ça va bien, et toi? Ah, j'ai encore de la peine, qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Elle dit, ah, lorsque vous étiez jeune, je vous ai pas donné la meilleure éducation, puis j'ai encore des regrets. Je dis, non, on va s'entendre sur une chose. Elle dit quoi? Je dis, combien est-ce qu'on est dans la famille? Ah, on est 5 enfants. Bon, maintenant, t'as 4 problèmes, t'en as pas 5. Elle dit, mais pourquoi? Parce que moi, je suis tellement fier de qui je suis devenu. J'ai aucun regret de ce que tu as fait. Arrête, maman. Puis là, elle m'a dit, ah, c'est gentil. Non, mais c'est la vérité. Si t'as du regret, mais faut pas t'en aller pour moi. Oui, le pain qu'on mangeait dans les banques alimentaires, oui, les camions de l'entraide, toutes ces choses, ben, je suis encore vivant, puis je suis humain. Probablement plus à cause de ces choses qui s'est passées. Mais ça n'a pas été facile. Là. Je comptais cette semaine à quelqu'un que j'ai pas raconté cette histoire là, sur les capsules qui sont sur Facebook. Je me souviens, on avait tellement pas d'argent, on avait essayé de faire un sapin de Noël avec des boîtes de carton. Ouais, ça n'a pas marché. C'est une personne, un ami qui est venu prêter le sapin de Noël qu'on avait dans le temps des fêtes. Et c'est pour ça qu'on était toute une gang, parce qu'ils ont décidé de fêter à la maison, parce que c'était leur sapin qui était là. Imaginez. Oh. Pas l'argent pour s'acheter un sapin de Noël. Lorsqu'on me dit, c'était mon anniversaire, il n'y a pas si longtemps, on m'a dit, mais Alain, qu'est-ce que tu aimerais? Moi, premièrement, de par mon éducation, quelqu'un me fait un cadeau, qu'est-ce qu'il me veut? Je suis pas habitué. Méfiant un peu. Un peu beaucoup. Je suis pas habitué à ce genre de choses parce que, bon, on recevait juste des cartes et puis... Ouais, pas habitué à recevoir non plus. Non. Non, mais je me suis toujours débrouillé. Et lorsque quelqu'un m'aide, wow, j'essaie de voir qu'est-ce qu'il y a à l'arrière. Je suis fait comme ça. De par mon éducation, bien sûr. Parlons-en, parce que là, tu parles de certains bouts, puis là, tout le monde va dire, coudonc, ce gars-là est parti de où, Alain, puis pour se rendre où? Moi, je connais par tes capsules l'histoire des machines distributrices, mais peux-tu nous marcher à travers le processus? Comment t'es arrivé aux machines? Né à Saint-Henri. Hey, c'est drôle, le show s'appelle Les Machines, puis on parle des machines. Oui. Je fais les mêmes machines. Né à Saint-Henri, quartier très défavorisé dans les années 69, c'était quand même assez pauvre. Et pour vous démontrer à quelle pauvreté on était, moi je dis toujours aux gens, je suis né dans une ruelle, dans une poubelle, couvercle fermé, en mètres. Pourquoi? Parce que c'est le voisin qui me coupait les cheveux. Là. C'est vraiment vrai, le voisin me coupait les cheveux. Et à Saint-Henri, j'ai pas raconté, c'est dans les capsules, c'est limité. Lorsqu'un camion de nourriture se stationnait, puis on avait nos heures et nos spots à l'arrière du Steinberg, c'est l'ancien compétiteur de Provigo, peu importe. Et lorsque le chauffeur entrait dans l'épicerie pour livrer sa commande, nous, on était tous cachés, puis on sortait rapidement, là, puis on dévalisait le camion de nourriture. Wow! Et j'amenais ça chez moi, et chez moi, j'avais une section dans le congélateur qui m'appartenait. Personne n'avait le droit de toucher à ma nourriture. Bon, je veux pas faire ma langue sale, mais ma mère se posait pas question de venir à cette nourriture. Puis, juste pour vous dire, on n'était pas dans la jungle. On n'est pas dans une tribu, on est dans une famille pauvre de Saint-Henri. Et c'était mon premier genre de commerce que j'exerçais. Oui, j'ai eu l'occasion de quêter de l'argent sur la rue parce qu'à un moment donné, je me sentais responsable de qu'est-ce qui se passait à la maison. Bon, ma mère était divorcée, j'avais 1 an, ils se sont divorcés, mes parents. Et la misère a fait en sorte que je me suis dit, bon, pourquoi pas aller demander de l'argent. Donc, je demandais de l'argent aux personnes sur la rue et ça fonctionnait. Et qu'est-ce que je faisais? J'amenais de la nourriture à la table pour que tout le monde puisse manger. Et encore une fois, lorsque j'étais au primaire, juste pour vous démontrer, je me souviens, là, lorsque je sortais de l'école au primaire, je courais jusqu'à la maison parce que le premier qui arrivait devant le réfrigérateur,
c'est le premier qui mangeait. Ben, qui avait l'occasion de prendre les restants d'il y a 2 jours, ou peu importe 3 jours. Et une fois, ma sœur Ginette est arrivée en même temps que moi. Je me suis battu avec elle. Et c'est cette fois-ci que je suis allé dans ma chambre et j'étais accroupi, puis je pleurais, puis je me disais, un jour, je vais devenir millionnaire. Mais à Saint-Henri, dans ce temps, ou de par la façon que qu'on était, devenir millionnaire, c'est pas pour avoir une Porsche 911, c'est pas pour avoir des bijoux, c'est pour bien manger. Imaginez, c'est pour bien manger. Et au fur et à mesure, bien sûr, j'ai fait venir la travailleuse sociale, c'est moi qui l'avais appelé. Je fais venir les services d'aide à l'enfant. Je dis, ici, on mange pas. Ma mère est couchée le midi. J'en ris, là, mais... Bon, anyway, j'en passe. Après Saint-Henri, pourquoi je dis après? Parce qu'à l'âge de 15 ans, je me disais, attends un instant, si tu veux te sortir de ce merdier, là, qui est vraiment tout la mentalité, puis je dis pas négatif, mais tout ce bassin d'éducation, il fallait que je sorte de Saint-Henri. Donc là, mais avant ça, ma mère aussi, elle voulait sortir de Saint-Henri parce que, bon, elle était dans sa misère, puis elle pleurait. Puis je lui avais donné, parce que j'avais commencé déjà à lire mes livres de motivation. Je pense que j'avais 13 ans, 12 ans, 13 ans, j'ai lu mon premier livre, « Devenez la personne que vous rêvez d'être ». Et puis, je découpais là, parce qu'il disait mapper, faire un mapping de qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie ou qu'est-ce que tu aimerais être. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai lu du Edward Murphy, Dr. Aimé Fox, on parlait de l'inconscient, puis toute la formation dans l'inconscient, s'auto-motiver. Et à un moment donné, j'ai dit à ma mère, arrête de pleurer, je vais te donner une phrase magique. Elle dit, c'est quoi? Pose pas la question, faut pas que ta conscience intervienne. Ça, c'est 1. 2, le matin, le midi et le soir, il faut que tu te répètes ça sans arrêt, maman. Elle dit, OK. Et sa phrase, c'était pour qu'elle se trouve un mari. Et devinez, elle s'est trouvée un mari. Et c'est là qu'à 15 ans, elle s'est trouvée un mari, puis moi, je voulais pas aller déménager là où il voulait. Elle s'est trouvée un mari, et j'ai dit à mon grand frère, viens-t'en, on va aller en appartement. Et on est allé en appartement. J'avais 15 ans. Mon grand frère avait 18 ans. Mais ça n'a pas été long. Je travaillais à 3,54 à l'heure à l'aubainerie Croteau. Monsieur Roland Terrien. Peut-être qu'il va s'en souvenir. Ou peut-être qu'il... Lui, il roulait en Porsche. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça me prenait tout mon change pour remplir le réfrigérateur. Et mon frère, c'était un gars de party. Il était sur la fête. Il avait l'âge aussi. Je l'ai été par la suite, bien sûr. Il avait l'âge. Et puis, il venait avec ses girlfriends, inconnus d'ailleurs, puis il vidait le réfrigérateur. Puis moi, à 3,54 $, là, c'est long avant que tu puisses faire une épicerie. Donc, ça n'a pas été long. Mon frère, je pense que quelques temps après, là, il est parti. Bon, bien sûr, avant ça, j'ai eu des contrats avec la Maison des Jeunes du Québec. Pas du Québec, la Maison des Jeunes, excusez-moi, à Saint-Henri. Je faisais des contrats de décapage, de peinture. Je passais la presse, la voix populaire. Je passais de l'argent à ma mère, d'ailleurs. Je passais de l'argent à ma mère. Et mon grand-père me disait de lui passer, puis après ça, il me remboursait, puis en tout cas. Donc, après Saint-Henri, j'ai déménagé. Et c'est là que mon épopée là, d'entrepreneur a commencé. J'ai séché. C'est pas que j'ai séché, c'est que j'étais un enfant Teflon à l'école. J'étais un enfant Teflon. Puis, je demandais au professeur à Polyvalente, je dis, mais pourquoi on apprend ça? Mais là, il dit, parce qu'il faut l'apprendre. Non, mais attends, je comprends, sauf que si toi, tu sais pas pourquoi tu me l'apprends, il y a un problème. Oui, mais c'est l'éducation. Non, je sais que c'est l'éducation. Attends, je suis pas si calme. Mais d'où vient cette théorie que tu nous expliques? Je posais toujours des questions, mais le pourquoi du pourquoi, finalement, mignot, out, t'es à l'extérieur du cours. Et puis, on m'a mis dans une classe vraiment spéciale. 5, 6 étudiants. C'est le Breakfast Club. Ouais, exact. Et pourquoi? Parce que on voulait savoir le pourquoi du pourquoi. Et j'avais des excellentes notes à l'école. Mais le directeur, une fois, il m'appelle, secondaire 3,
Il me dit, vous avez pas fait votre entrée scolaire ce matin? Je dis, non, ben, j'ai doublé mon année. Il dit, non, vous l'avez passé. Ah bon? Je commence ça. J'avais fait mal mes calculs. Je travaillais 2 bulletins et demi, super, des 90. Après, l'été venait, là, je séchais quasiment toutes les cours. Puis là, je calculais approximatif. J'étais pour passer à 52%. C'est ce que je faisais. Ça devient compliqué. Hein? Ça devient compliqué. Et à un moment donné, je pensais que j'avais coulé. Mais non, il m'a appelé. Il dit, non. Il dit, t'as passé ton année? Il dit, ah, je savais pas. D'ailleurs, lorsque l'école appelait, c'est moi qui répondais le matin. Oui, bonjour. Oui, Alain. Ouais, non, il est malade. C'est moi qui filtrais la boîte aux lettres à la maison. Ma mère disait, va chercher le courrier. Ben, lorsqu'il y avait des lettres de l'école, c'est moi qui les pognais. Fait que t'es au courant de rien. 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 C'est moi qui contrôlais tout. Enfin, pas tout, mais de par mon éducation. J'ai quitté l'école en secondaire 3. Et j'ai un professeur qui me disait, Alain, t'as pas besoin d'aller à l'école. Hein? Et pourquoi? Parce qu'elle dit, je suis certain que tu vas réussir. Et ça m'a toujours, oh wow. Donc j'ai quitté en secondaire 3. Et c'est là que j'ai commencé à travailler. Bien sûr, j'ai eu mon appartement, je me suis installé. Et là, finalement, je voulais avoir un peu plus d'éducation. Et je suis retourné à l'école des adultes. Et c'est à l'école des adultes que j'ai rencontré une personne parce que je cherchais un travail. Il me dit, Alain, il dit, j'ai quelqu'un qui fabrique des machines qui cherche un représentant des ventes. OK, cool. Je suis allé. Il fabrique des machines à condom. Ah ouais. Il y a une seule chose que je savais, c'est lorsque moi je voulais avoir des condoms, il fallait que je demande au pharmacien, puis je trouvais ça gênant. Je me dis, cool. 1, si j'en ai plein mon garage, puis 2, si tous les gens, ou si tous les gens peuvent s'approprier de condoms dans une salle de bain, hein, dans une machine. Sans que personne le sache. Sans que personne le sache. Avant, c'était super gênant d'aller, tu dis au pharmacien, Puis toi, tu choisis ta grandeur. Oh oui, en plus, tu faisais la grandeur. Non, dans ce temps-là, ce qui était super populaire, c'est les condoms chinois. C'était mince comme d'une saran wrap, puis c'était super efficient. Donc, c'était super, c'était des bons condoms. Des after hours aussi, ça goûtait la menthe. Toutes sortes de gadgets. Donc, je commence avec eux. Je commence à placer des machines à travers Montréal. Et puis, 6 mois après, ils font faillite. Je compte ça rapidement parce que j'ai eu des belles histoires en plaçant des machines un peu partout. Et puis, je leur ai dit, il faut me payer. Donc, ils m'ont payé avec 10 machines à condom. Ça s'appelait Gamopop. Gamopop. 10 machines. Ces 10 machines, je les ai eues dans ma valise probablement pendant 4 mois. Valise de voiture dans le garage, au moins pendant 4 mois. Avant que je me décide, Alain, place-les, les machines. Et donc, j'ai commencé à les placer. Résultat, quelques centaines de machines après 1 an. Ouais. Et mon plaisir, c'est sûr, je l'ai dit dans la vidéo, ma job, c'était vraiment d'aller au Belmont, dans les bars. Et puis le soir, avec une bière toujours, je regardais les gars crinquaient, un cock ring, un finger tickler. Non. Le finger tickler, c'est dans un bar à lesbienne. Sur la rue Sainte-Catherine, ici, ça s'appelait l'Idem. C'est un gondom pour le doigt avec une tête de coq. Ça se vendait comme des pains chauds dans les bars de danseuses. Pas danseuses, je veux dire lesbiennes. Machine à condom. Après, on avait une option, c'est venu par la suite, d'avoir des tampons. Excuse-moi, les machines à tampons. OK. Où est-ce que je peux placer ça? Je suis allé dans un bar à danseuses, le Super Sex, plusieurs. Et puis, j'ai placé ma machine à tampons dans les loges des danseuses. Il y a des gens qui me disent, là, m'ont déjà dit, t'étais chanceux. Non, je veux dire, lorsque t'as 20 femmes tout nues, excusez-moi, toutes nues, j'étais vraiment intimidé, c'est gênant, c'est gênant. Il y en a qui disent, wow, Alain, t'es chanceux. Non, j'étais vraiment gêné, à l'âge que j'avais d'ailleurs. Et puis, la machine à tampons, il y a 200 quelques tampons dans la machine. Une semaine après, le propriétaire, il m'appelle, il me dit, viens remplir ta machine. Comment est-ce qu'une machine à tampons peut être vide? Il m'a dit, Alain, j'ai 220 danseuses, viens remplir ta machine.
C'est là que j'ai commencé à faire des calculs. 220 danseuses, probabilité une fois par mois, tu sais, fois, my God, c'est sûr que j'ai pas assez de tampons dans la machine. Donc, j'ai mis une deuxième machine à tampons. Après, ça a été les machines à chlorette. Machine à chlorette, machine à menthe. J'avais au coin de Saint-Martin des machines à friandises, mais particulièrement chez Araova Souvlaki, machine à chlorette, machine à menthe fraîche. Même chose, 1 semaine et demie, elle m'appelle, elle m'a dit, ta machine est vide. Voyons. Il y avait quand même 400 quelques dollars dans cette machine. Chaque box, 400 quelques dollars. Donc, j'avais 800 dollars. Après ça, j'en ai rajouté. À tel point que, juste à côté, il y a un concessionnaire Toyota. Puis, j'avais une vieille voiture qui était une Honda Accord. J'ai une anecdote sur la Honda Accord, là, parce que elle était tellement vieille, c'était avec ça que je collectais l'argent, qu'à un moment donné, vu que c'était trop pesant dans la valise, elle s'est écrasée sur les roues. On n'était plus capable d'avancer parce qu'on avait des grosses boîtes d'argent pesantes à l'intérieur de la valise. C'est là que j'ai compris que la Brinks, il faut que ça soit solide pour transporter de l'argent. C'est pesant du cash. En fait, c'était tout du change. Et là, j'ai mis des barres de travers. On a soudé. Même le frein, il crochissait à un moment donné. Et lorsque je freinais, le dash, ça crochissait. J'ai mis des barres de lit en dessous. Je les ai trouées pour toffer la vieille minoune. Excusez-moi, c'était une Honda Accord. Et à un moment donné, je me suis dit, Malin, regarde le beau Toyota, le beau concessionnaire Toyota. Donc, j'ai sorti avec un Toyota 4Runner. On a payé ça 47 000 $ et que j'ai eu de la difficulté parce qu'ils voulaient pas me passer. Je leur ai dit, j'ai des machines à condom. OK. Tu fais-tu de l'argent? Bien sûr, j'en fais. En plus, je la déclarais pas tous. Je sais ce que je faisais. Et il a fallu que je lui démontre qu'avec mes machines à condom puis mes boîtes d'argent, que je serais en mesure de payer. Et c'est là que j'ai acheté mon premier camion pour... c'était un camion pour moi d'entreprise, mais quand même un bon camion, pour mettre tout l'argent qu'on collectait. C'était vraiment pesant. À tel point que mon frère riait de moi lorsqu'on montait ça au 3e étage dans mon appartement, on destroy. J'en prenais 2 là, ou 3 caisses à la fois. Tu montes 3-4 fois. Là, le lendemain, t'as mal aux jambes. Là. C'est pesant. C'est pesant d'en faire. Ça, c'est l'histoire des machines à condom. À un moment donné, j'ai tout vendu. Et là, j'ai eu l'occasion je sais pas où est-ce que j'ai vu ça, mais c'était des bornes Internet. Ah oui. Ouais. Et puis c'est drôle parce que dans la vidéo, j'ai dit aux gens, devinez c'est quoi. Ouais. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on a pu avoir des bornes, des machines publiques qui donnaient la possibilité d'aller sur l'Internet? Ben oui. Ben oui. C'était une grosse station. C'est pas le même modèle que j'ai démontré parce que nous, elle était en stainless, elle était plus belle. Et puis, quelqu'un m'approche, il me dit, aux États-Unis, ils ont ça. OK. Là, je fais le calcul, pas besoin d'aller remplir de friandises, pas besoin de transport, parce que ça prenait quand même, je vous dirais, 1 semaine et demie, 2 semaines, faire le tour de toutes les machines, collecter l'argent. Ouais, quand même. Il y en a beaucoup. Et là, je me disais, OK, ça a l'air d'être intéressant. On a fait venir ça des États-Unis, on a mis des machines, les ordinateurs à l'intérieur, et là, c'est un clavier touchpad, il y avait le touchpad après. Et là, je trouvais ça super intéressant. Quartier latin, cinéma, terminus voyageurs, Côte-Vertu, quelques centres commerciaux. On mettait $1. Vous pouvez aller sur la toile du Québec. Ça va en Google. Moi, je me souviens de ça. On a le même âge, probablement. Ouais. Incroyable. Incroyable. Et maintenant, bien sûr, heureusement, je les ai vendus parce que... Ça a évolué depuis, non? En tout cas, celui qui veut faire ça aujourd'hui... Après les machines à borne Internet, j'ai une boutique d'antiquités, j'en ai pas parlé, j'ai une boutique d'antiquités, j'ai importé des meubles. Ça, c'est bien avant, là, je fais du coq à l'âne. J'étais dans un bar français, puis je rencontre un Français, il était super drôle d'ailleurs, je me souviendrai toujours. Christian Collin, probablement qui est encore vivant. Un peu inconnu, je lui dis... il me dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je lui dis, je suis représentant de machine, peu importe. Et il me dit, écoute, il dit, j'ai des Français qui cherchent un jeune homme pour importer des meubles. Mais je dis, OK. Et c'est là,
J'ai rencontré, je pense, c'est Pierrick, Christian. Ça s'appelait JPA Antiquité. A, c'est Alain. Et on avait ouvert une boutique au coin de Prince Arthur et Berry. On importait des meubles. Remplir un conteneur là-bas, c'est pas cher. En fait, dans le temps, on était dans le franc. Et souvent, les gens me demandent, c'est quoi les meubles? J'ai aucune idée. Nous, on disait que c'était du Louis XVI, Louis ci, Louis ça, tout ce qui porte un nom de Louis. Et vous savez quoi? On payait 200 francs, 500 francs ici. 3000 $, 4000 $. Là, je dis pas que le monde est fou, mais vraiment les passionnés de l'Antiquité, si les pentures grinçaient pas, faut que plus que ça grince, ça c'est du Louis XVI. Ah oui, certain. Le monde achetait. Boutique d'Antiquité, j'ai vendu, pas fait d'argent. J'ai pas fait d'argent, je vais vous dire pourquoi. On s'est fait prendre par les douanes. Parce que on déclarait dans nos rapports d'impôts qu'on importait deux conteneurs, un conteneur par année. Et puis c'est pas vrai, on en faisait venir parce qu'on déclarait pas toutes nos ventes. Et à un moment donné, ce qu'on fait rentrer au port, VS ce qu'on vend, le gouvernement a commencé à dire on devrait faire une corrélation avec qu'est-ce qu'ils importent. Avant, ça ne l'était pas. T'importais, puis tu déclares ce que tu veux. Donc, lorsqu'on était inspecté aux douanes, c'est correct. Sauf qu'ils ont le décompte de tous les meubles qu'on avait dans un conteneur ou 3-4 conteneurs, puis VS la fin de l'année. À la fin de l'année, on n'a pas fait de l'argent. Ben là, ça allait pas bien. Donc, rapidement, j'ai appris c'était quoi le fisc. Ça a coûté cher. J'ai vendu. J'ai vendu, pas fait d'argent. On a fait de l'argent lorsque, bien sûr, on vendait les meubles, mais après ça, dans la vente, j'ai pas fait de l'argent. Et après, j'ai eu l'opportunité d'être enseignant. J'ai enseigné pendant quelques mois au projet PAR. C'est un projet des gens qui veulent retourner, des adultes qui veulent retourner à l'école. Imaginez, moi qui n'ai pas fait l'école. Je leur enseignais l'entretien ménager. J'ai eu un gros manuel. J'ai appliqué. J'ai eu la job. OK. J'ai eu un gros manuel, puis il fallait que j'apprenne c'est quoi l'entretien ménager. Wow. J'ai passé l'été sur le party. Là, je me souviens, le matin même, Projet PAR, qui est pas loin d'ici, je pense, c'est Partenay. Ils donnent des cours pour la cuisine, des gens qui veulent retourner sur le marché du travail pour l'entretien ménager. Donc, la veille, j'ai commencé à étudier mon manuel, puis le matin même, j'étais à un restaurant à côté de l'école. Là, je me suis tapé le manuel, puis j'allais. T'as juste besoin d'apprendre une chose à la fois. Un cours à la fois. Bon. Je me suis ramassé devant des adultes. Et puis, je commençais à expliquer la matière. Je pense que je gagnais 27 $ à l'heure dans ce temps-là. Ouais. 27 $ à l'heure. Un parcours. J'ai même travaillé ma mère, je vous ai conté tout à l'heure, elle s'est trouvée un mari. Et lui, il me reprochait que j'avais lâché l'école. Et moi, je lui disais, pas besoin d'aller à l'école pour réussir. Faut pas que mon fils écoute ça. Il est un peu convaincu aussi de cette chose. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'école, mais on peut faire le nécessaire. On peut avoir de l'éducation et puis réussir, peu importe par où tu passes, par quel chemin. Je vous expliquerai tout à l'heure, je suis allé à l'université en immobilier. J'ai quitté. En tout cas, ils m'ont refusé même au début. J'avais 200 portes. Je dis, c'est quoi, il marche pas? Dans le système. C'est pas le monde qui part à zéro. Hein? C'était pour le monde qui partait à zéro. Oui, c'est pour le monde qui part à zéro, c'est ça. Mais j'ai dit à mon beau-père, j'ai dit, écoute, tu sais quoi? J'ai dit, je te crois pas, puis je vais te le démontrer. Ce que j'ai fait, je suis allé appliquer à la même job que lui avait, à Poste Canada. Il gagnait, je pense, 18 $ ou 22 $ à l'heure. J'ai appliqué à Poste Canada, même place que lui. Et ils m'ont accepté. Chauffeur de lift. Je gagnais 28 $ à l'heure. Et comment j'ai fait, je dis dans la capsule, comment j'ai fait pour avoir le poste, j'ai aucune idée. Je veux dire pourquoi? Parce que il passait un test de grammaire. C'est sûr que je le coule. C'est pas que je suis pas bon, c'est que j'ai toujours revendiqué, contesté que les moines ont compliqué la langue française. Je sais comment ça s'écrit, mais vous compliquez les choses. Vous savez, je disais l'autre tantôt, j'aime pas les choses compliquées. Mais
Et rapidement, j'ai travaillé à la même place que lui pendant X nombre de mois. Donc, un défi pour moi, j'ai démontré à mon beau-père, il est décédé aujourd'hui, bien sûr, que même s'il m'avait dit tu iras nulle part parce que tu n'as pas d'éducation, ben, j'ai travaillé au même salaire que lui. J'étais jeune. Bon, après toutes ces choses, j'en passe. J'étais directeur des ventes, là. Je motivais des vieux monsieur. Je me souviens, mon patron il m'interpelle, j'avais un uniforme, un veston, pantalon vert lime quasiment, là, j'avais quoi, 23 ans. C'était la mode. C'était la mode avec la cravate, avec les fleurs. Il m'a dit non. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, Alain, tu vas aller motiver des personnes qui ont 30, 40. T'arrives avec ton uniforme vert lime, ça marche pas. Ah, OK, mais comment tu veux que je m'habille? Ben, tu vas t'habiller comme eux autres, des couleurs standards. OK. Donc, j'étais directeur des ventes, assez jeune, centre de distribution RGT. J'importais les machines des États-Unis dans ce temps-là. J'ai fait toutes sortes de choses. Après ces machines, lorsque j'étais jeune, j'ai eu l'occasion de faire plein de lectures. Et pas plus tard qu'à l'âge de 18-19 ans, je me suis intéressé aux Écritures. Mais pas tous les Écritures aussi apocryphes, de la mer morte, de l'Égypte ancienne. Autant le Coran, autant le Sutra du Lotus, autant les Krishna, je les ai tout côtoyés. Il fallait vraiment que je fasse le tour de la question, à savoir le pourquoi du pourquoi. Ça venait de mon enfance, de tous les livres de motivation que j'ai pu lire. J'ai pratiqué ou j'ai fait tous les ashrams à Montréal. Je me souviens, là, c'était un jour de l'an. J'avais 26 ans. J'étais célibataire. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Je me suis inscrit pour faire un jam avec les Sai Baba. Oh! Ça, il ressemble à Boule Noire, là. Vous googlez, là, Sai Baba. Puis c'est un avatar. Il fait des miracles. Whatever. J'ai lu 3 livres. Sounds cool. Tu sais, ça avait l'air cool. J'ai dit, je vais aller faire un jam avec eux. OK. Je m'en vais là-bas. Il était à 11h30. Minuit moins 15. J'entre. Première des choses, il m'a dit, vos souliers. Ah. C'est smart. J'y ai pensé. J'entre dans le temple. Non. Les bas. Ah, qu'est-ce qu'ils ont, les bas? Pieds nus. Oh, les pieds nus, OK. J'étais habillé, là, en pantalon puis veston, là, dans un centre Sai Baba. Et là, tu entres, ça sent l'encens de l'enfer, là. Tu vois quasiment plus rien. Puis là, t'entends sting, sting, Sai Baba, sting, sting. Et là, je m'assois. Et là, tout d'un coup, wow, c'est peut-être mon habillement, je remarque au moins 3, 4, 5 femmes qui se retournent pour me regarder. Peut-être c'était mon habillement. Eux autres, il y avait un hôtel, ils étaient tous à l'avant, puis sting, sting, Sai Baba, l'encens, puis à un moment donné, pas plus tard que 15 secondes, je ressens une main ferme sur l'épaule, on me sert, je me tourne la tête et il me dit, monsieur, vous êtes sur le côté des femmes. Et là, c'est pour ça que toutes les femmes me regardent. Il y a un côté des femmes puis un côté des hommes. Tout gêné, je m'en vais de l'autre côté. Pardon. Minuit moins 5. Sting, sting, I say, baba. Là, je dis, yes. 30, 29, 28. Nous, les Québécois, on fait le décompte là, avec Dominique Michel, puis anciennement, la farce, I.A. Tremblay, whatever. Je sais pas si c'est dans notre temps, le décompte, là. Voyons, minuit 1. Ting, ting, I say, baba. Là, minuit 5. Là, je dis, merde. Ils ont passé tout droit. Là, peut-être qu'ils n'ont pas la bonne heure. Minuit 15. Il se passe rien. My God. Je pensais qu'ils disaient, bonne année. Bonne année. Rien. Minuit 25, je dis, comment je fais pour sortir d'ici? Là, j'ai le voisin qui a la bouche ouverte quasiment, les lèvres séchées tellement qu'il est en méditation. Ah, my God, je voulais pas le déranger. Bon, histoire courte, là.
Je suis sorti de là, je suis allé au Jello Bar, qui était juste en bas. Là, je racontais l'histoire, je devinerai jamais d'où. D'ailleurs, je chantais l'encens comme l'enfer. Je viens d'un jam avec les Saï Baba, c'était drôle. Ça, c'est Saï Baba. Les évangélistes, c'était 2 fois de plus crampant. Mais en fait, c'est que, tu sais, ils ont une belle orchestre, la guitare, la batterie, une trompette. Là, ça prend, ça fake, là. Tu sais, c'est pas un livre de musique. Tu sais, en principe, on a un livre de notes, là. Les autres, ça, c'est l'évangile. On va chanter ce passage. OK? Ils ont réussi à mettre en chanson des passages des évangiles. Là, avec la guitare, le tambour. C'est un vrai show. Les Raéliens. Ah, les Raéliens. Bon, peut-être parce que c'est dans le temps. On n'avait pas les vidéos qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire, ah, ça a l'air d'être vrai. Mais avant, là, c'est... Tu vois une soucoupe, là, c'est comme à Thomas, les bandes dessinées d'il y a... Lorsque j'étais jeune, là, tu vois... Raël qui descend de la soucoupe volante. What? Là, tu veux pas rire parce que ils te font écouter cette vidéo. Et là, on t'observe. Faut pas que là, les côtes me sautillaient tellement que j'étais crampé. Ça, c'est Raël qui est allé sur la planète à punir. Whatever, je sais pas. Oh my God. J'étais intéressé de savoir qu'est-ce qu'il pense, pourquoi il pense. Les Krishna, j'ai bien aimé les Krishna, les bouddhistes aussi. Et puis, je les ai tout fait. J'ai fait le tour de la question. J'avais à peine 18 ans, là, je me suis commandé tous les livres apocryphes de Nag Hammadi, de la Mer Morte, l'Université de Laval, par l'intermédiaire de l'Université de Laval. Puis en passant, aujourd'hui, ils sont en ligne, ces écritures apocryphes, toutes les découvertes en Nag Hammadi, c'est en ligne, ce qui était pas le cas avant. Pour moi, c'est fantastique. D'ailleurs, j'aime ça lorsqu'un Jéhovah se pointe à la maison, là, il cogne. Là. Puis là, la première chose que je lui pose comme question, il y en a des toughs. Il y en a des toughs, mais il y en a qui... c'est quoi la version de ta Bible? Louis II, hein? Ah, parce que moi, j'ai un livre, là, le Jésus est né à 4 endroits différents. Lequel on prend là, aujourd'hui? Ben oui. Si tu t'intéresses à la science qui sont les Écritures, il y en a des histoires, là, puis je pourrais vous en compter. Mais, donc voilà. Scientologue aussi, ça, c'est une autre affaire. J'ai fait vraiment le tour de la question, et puis ça, il fallait que je le fasse, ça venait de l'enfance. Et c'est à partir de ce moment-là que je me disais, mais Alain, il y a quelque chose qui m'intéressait dans tout ça, c'est vraiment la psychologie des profondeurs, Freud, sa fille. Et pourquoi? Parce que je sais qu'on est vraiment ce que l'on pense. Et c'est à ce moment-là que j'ai écrit un manuel qui s'appelait « Avez-vous votre régime mental ?» J'en parle dans le dernier épisode. Et pour moi, ça a été une cure de déprogrammer toute la mémoire latente, toutes nos habitudes, nos tâches à l'inconscient. Anthony Robbins le démontre très bien dans certaines formations, qu'on est préprogrammé de par notre enfance, nos habitudes, et on réagit systématiquement à des habitudes, à des effets d'une façon spontanée parce que on est programmé de cette façon. D'ailleurs, je me suis toujours intéressé non pas à la politique, mais au discours des politiciens. Quand je vois des grands orateurs, on forme des effets de causalité dans les phrases, je trouve ça fascinant. On passe par le cerveau reptilien, on passe par le limbique et après ça, le cortex. Et au quotidien, on l'utilise. Comment? Ah, tu sais quoi, chérie? Je suis tellement fatigué, là. Si je m'arrête pas, je vais m'épuiser, ça n'a aucun bon sens. Qu'est-ce que t'en penses si on va à Paris? Ah oui, aller à Paris, on pourra aller dans les restaurants. Ah, on va se reposer, on va s'amuser. Le reptilien, la peur. Le limbique, l'émotion. Ah, te souviens-tu, le restaurant? Non, oui. Et après ça, le cortex, qui est la logique, qui dit, ah ben, je pense pas mon patron va vouloir, puis on a un budget quand même assez serré. On boucle vraiment tout. Dans un discours de politicien, ça m'a affaire. On a tel problème à faire face. Si vous votez pour nous, nous avons la solution. L'émotion. Et comment est-ce qu'on va le faire? On va couper, on va faire ça.
Tellement intéressant que lorsque une personne voit un politicien en ligne, il se dit, excusez-moi l'expression, je vais blasphémer, c'est un crosseur. C'est diffusé au Québec, le podcast. C'est un menteur, pour être plus... c'est un menteur. Et là, lorsque le politicien va aller présenter son programme, il va entrer, il va ressortir, puis il va aller voter pour lui. 2 mois après, il est devant la télé, puis là, il se dit à lui-même, « Je le savais que c'est un menteur. » Oui, mais t'es allé voter pour lui pareil. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la même chose pour chaque entrepreneur. Lorsqu'on on est à la recherche d'un investisseur. Les entrepreneurs, là, on t'enseigne là, toujours dans une présentation, le pain, explique le pain. Explique comment tu vas le régler. C'est quoi? Non. Le pain, ta solution, qu'est-ce que tu apportes et comment est-ce que tu vas le faire. Le pain, c'est le reptilien. La solution, c'est l'émotif. Et la logique, comment est-ce que tu vas le faire. Super intéressant, la psychologie. Donc, il fallait absolument que je reprogramme tous ces cellules, toute cette mémoire latente. C'est ce que je dis à mon fils lorsqu'il est malade, parle à tes cellules. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai écrit un manuel, le régime mental. Pour moi, il est super important. C'est pas juste l'apparence, c'est vraiment aussi de quoi on se nourrit au quotidien. Les pensées à laquelle on se nourrit qui fait notre vision, qui fait notre avenir. D'ailleurs, lorsque je donne la formation aux entrepreneurs, je leur donne une anecdote. J'étais à Cancun avec mon fils. Je marchais à l'extérieur dans un resort et je dis à Jérémy, les personnes qui vont nous croiser vont me saluer. Il dit, mais pourquoi? Je dis, pose pas la question, tu vas voir. Regarde. On marche. Hi, sir. Hi. Mais il dit, comment ça te fait? J'attends. Il y en a un autre qui vient. On marche. Hi, sir. Hi. Il dit, comment est-ce que tu fais? Ah, il dit, je le sais, ce sont des employés de l'hôtel. OK, on va prendre un Américain avec les shorts à banane. On marche. Hi, sir. Hi. Mais il dit, comment est-ce que tu fais? Je dis, Jérémy, lorsqu'on regarde une personne, on le croise, on le regarde plus que 5-6 secondes dans les yeux, sans faire un visage de peur, inconsciemment, il va te saluer pour s'assurer que tu n'as rien contre lui, parce qu'il y a un inconfort. Et c'est pas lui, c'est son inconscient qui réagit. Pour s'assurer qu'il se passe rien entre toi et lui, il va te dire bonjour. Wow! Et on continue à marcher, puis le lendemain, hi sir. Il dit, arrête! Lorsque je parle de négociation avec des entrepreneurs, c'est super important de connecter aussi. Dans la PNL, on en parle de connecter avec l'autre personne, la façon qu'il est assis. Lorsqu'une personne dit « vous voyez », ben c'est un visuel. Lorsque tu dis « tu comprends », ben c'est un auditif. Si tu dis « tu vois qu'est-ce que je veux dire » à quelqu'un qui dit « oui, je comprends », ben t'es pas sur la même longueur que lui. Tu saisis, ça c'est une personne, tu l'as touché. On revient. Donc, j'ai parlé des machines à condom et à un moment donné, j'ai écrit ce manuel et puis je voulais le publier parce que ça a toujours été mon rêve de faire des conférences et je n'avais pas l'argent. Ben, en fait, j'avais pas l'argent. J'avais un 50 000 $ à peine. J'étais allé voir une firme en marketing et là, je leur ai expliqué mes grandes ambitions. Ils ont pas ri là, comme... à bout portant, là, mais ils se sont moqués de moi. Puis je le sais, là, je le voyais, ils se moquaient de moi. Moi qui avais un rêve, ils se moquaient de moi. Comme d'ailleurs, beaucoup de mes amis se sont moqués de moi étant plus jeune. Alain, tu rêves. Ben oui, je vais te montrer que je rêve. Je vais te démontrer que les rêves, ça se réalise. S'il y en a qui écoutent le podcast, ils vont se reconnaître. Et pourquoi je disais ça, l'histoire du rêve, c'est parce que je reviens sur une autre histoire. À un moment donné, j'ai quelqu'un qui m'appelle, il me dit « Alain, il dit, viens me voir, j'ai quelque chose de bon pour toi. » Je m'en vais le voir.
le français, Christian Collin. Il me montre une carte touristique. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, Christian? Mais il dit, regarde la carte. Je dis, quoi? Il dit, elle est écrite en 12 langues. Well, puis, ben, il dit, ça existe pas, Alain. Ah, tu penses? Il dit, non, je te le dis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, moi, je te les vends 25 sous, chaque, puis il y a un garage rempli. Puis il dit, toi, tu peux aller les vendre 1,50 $, 2 $ la carte. Je vois. OK, good, je les achète au complet. J'appelle un de mes amis, je lui montre tous les boîtes de cartes, il dit, t'es malade. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, Alain? Je dis, non, je dis, regarde, tu veux participer? Il dit, non, tu rêves. Il dit, ça marche. Je dirai pas le nom. Je vais te payer juste pour les mettre en paquet de 12. Il les a mis tous en paquet de 12. Pendant 3 jours, je les ai tous vendus dans le Vieux-Montréal. Je suis allé faire, regardez, une carte en 12 langues, espagnol, grec, chinois, puis, ah ouais. Il achète. Puis je me suis fait quelques milliers de dollars. Et après ça, j'étais 3 semaines sans travailler sur les terrasses à Montréal. Donc, après avoir écrit ce manuel, aller voir une firme en marketing, lorsqu'ils ont ri de moi, je suis revenu à la maison et j'ai pleuré. Je pleurais dans ma chambre, puis là, je me disais, Malin, pourquoi tu veux faire un projet à impact social? J'avais toujours cette intuition, de par mon éducation, peu importe, je voulais faire un projet qui apporte quelque chose à la société, qui fait en sorte qu'on se prend en main. J'étais conscient des enjeux à ce temps-là, imaginez. Et puis, et là, je me disais, mais quoi faire pour aller chercher le financement pour réaliser ton projet? Et j'ai une petite intuition qui m'a dit, mais pourquoi pas faire de la rénovation? Oh God! J'étais allergique à la poussière, ça vous donne une idée. Je voulais rien savoir. Je voulais rien savoir de la rénovation. Après, c'est là que je me suis aventuré à faire des contrats. Et ma spécialité, c'est vraiment dans l'organisation. Lorsqu'on fait un sans-logement, d'ailleurs, M. Turek, lorsqu'il témoigne, « Alain, il fait des miracles! » Il a dit à un investisseur, ça fait pas si longtemps, et ça a été écrit dans un manuel, dans une VD, une vérification de diligence d'entreprise, que M. Turek, qu'ils ont contacté, a même dit qu'Alain Mignot, il fait des miracles. Wow! Je l'ai pas payé, d'ailleurs, ça a coûté trop cher. Parce que je suis très, très, très organisé. À tel point que lorsque je me suis divorcé, ma femme me demandait, ça fait combien de temps que tu l'avais planifié? Je dis non, c'était pas planifié. Mais bon, je suis une personne qui planifie puis qui regarde probablement une longueur d'avance assez très loin. Je mets tout ça sur Ganter. Maintenant, c'est Ganter. Avant, c'était Microsoft Project. Pour moi, un projet d'immobilier, là, ça a 3000 lignes. J'ai un programme, un manuel avec toutes les sections qui correspond avec vraiment un Microsoft Project. Toutes les sections sont là. Tu dis cartable, module 1. Faut que tu fasses ça. Tu vas dans le module 1. Tu as ça à faire. Coche, donne. De l'achat jusqu'à la vente. Donc, je m'aventure dans la rénovation. Je commence à faire des contrats, des 10, des 20, j'étais probablement dans les 20 unités. Et à un moment donné, je rencontre un client, M. Turek. Excusez. Je vais vous conter mon histoire, comment je l'ai rencontré. Je l'ai jamais dit. Puis il y a des gens qui me demandent des détails d'ailleurs sur LinkedIn. Alain, il faudrait que tu fasses des vidéos entre les vidéos pour comprendre comment est-ce que ça s'est passé. J'étais sur un projet, la rue Belle-Rive à Longueuil, un 100 unités. J'étais avec l'entreprise Gessmark. Tu connais bien M. Duquette, Richard, pis tout. Ça, c'est parce que j'avais rénové à la longue un projet à Verdun, le 10, le 50 Troy, puis c'est un 200 unités, mais j'avais fait probablement 40 unités là-dedans. Et là, on m'amène à Longueuil pour rénover, je pense, 60 unités. J'étais en train de rénover de mes propres mains. Oui, il y a des gens qui me posent la question, est-ce que j'ai déjà rénové de mes propres mains? Je dois avoir fait, excusez-moi, 500 unités dans ma vie de mes propres mains. Ben, propres mains, là. J'en ai fait quelques centaines, mais j'ai géré directement là, 500 unités. J'ai viré 2000 salles de bain. J'ai tout le parcours qui
qui est sur papier. Et je reçois un appel, Vito Pelosi, qui est un ami aujourd'hui. Il travaillait pour une entreprise et il me dit, Alain, j'ai un client qui se cherche un entrepreneur. OK. Je dis, pourquoi? Ah, il dit, il y a quelques centaines d'unités à faire. OK, good. Je l'appelle. Bonjour. Bonjour, Monsieur Turek. Oui, c'est vous, hein? Et là, il me dit, j'ai des contrats. OK. Il dit, pour la peinture. La peinture. Ouf. OK. En principe, si tu m'appelles pour faire une salle de bain, ou 2 ou 3 ou 4, ben, je te dis, appelez la Gazette, appelez du monde. Bon. C'est 20, 30, 40. C'est notre spécialité. Et je dis, qu'est-ce que vous avez à faire? Donc, il me dit, j'ai 4-5 condos, appartements à peinturer. Je dis, OK, good. Je lui fais un prix. Il me revient, trop cher. Ouais. OK. Fais un autre prix. Trop cher. Oh my God. Je dis, mais combien vous voulez payer? 600 $. 600 $. Ben, Monsieur Durek. Et là, j'appelle Vito, qui était la personne qui travaillait avec lui, le gestionnaire. Il dit, Alain, si tu rentres avec Monsieur Turek, tu auras beaucoup de contrats. Je dis, ah, OK. Là, mon frère me dit, t'es malade, comment est-ce qu'on va faire ça à 600 $? Et en plus, il fournissait la peinture, c'était de la peinture Pépin. Je sais pas si vous connaissez le brand Pépin, c'est de l'eau, c'est de l'eau. je me suis fait avoir, j'ai peinturé, puis après ça, c'est de l'eau. Mon frère, il dit, Alain, on sortira jamais d'ici avec une couche, 600 $. Un appartement à Westmont, c'est 3 fois la grandeur de mon appartement. C'est un 5,5. C'est un 5,5. Voyons, 5,5, ça a 2000 pieds carrés, ça n'a pas de sens. Je l'ai fait pareil. J'ai perdu de l'argent. Écoute, on arrive le matin, on sonne, parce que c'est l'appartement qu'il fallait peinturer. Il y a encore des étudiants qui dorment. Ils dorment. Et que là, je dis à mes gars, je dis non, je dis, c'est ici qu'il faut peinturer, mais Alain, voyons, 600 $, même pas. L'autre, je pense que c'était 50 $ de moins pour le 4,5, le 3,5. Donc, j'étais à 550. Peu importe. Donc, on a enlevé l'épaule, on a ramassé les étudiants. Écoutez, boys, c'est aujourd'hui qu'il fallait déménager. Hier, là. Wow, mon là, c'était le party. Fait que nous, il fallait peinturer. Peinture. À un moment donné, dans le même projet, je pense que j'avais 10 appartements à peinturer. Le concierge, il vient me voir. Ça, je sais pas si M. Turek a encore la mémoire pour se souvenir de ça. M. Turek avait fait passer des systèmes de gicleurs, des nouveaux systèmes de gicleurs dans tous les appartements, parce que c'était la réglementation. Et puis, dans chaque appartement, le système de gicleurs passait, c'est un tuyau, d'une pièce à l'autre. Puis, il y avait un trou. Il y avait probablement un pouce et demi autour. Le concierge, il m'a dit, t'as pas fini ta job, il faut que tu remplisses les trous avec du plâtre. Non, je dis, c'est pas sur mon contrat. Ah, ben, dis-moi, M. Turek me dit qu'il fallait le faire. J'ai écouté, je dis, je vais le téléphoner. Je dis, on peut s'entendre. J'appelle, il répond pas. Le concierge l'appelle, et là, il dit, il faut qu'il le fasse. Non. Là, j'ai dit au concierge, ben, qu'il lise le contrat, c'est pas indiqué. S'il veut qu'on ajoute quelque chose, il m'a dit non, il m'a dit que c'est inclus. Ah ben. Et là, mon côté rebelle de Saint-Henri est ressorti. J'ai dit à mes gars, on est à 5, 6. L'appartement a été arrêté de peinturer là, à moitié du plafond, à moitié du mur. On a tout déballé, les 5 litres de peinture Pépin. Et là, j'ai dit au concierge, si tu me payes pas, parce qu'il y avait un chèque à me redonner, mais il voulait pas parce qu'il voulait que je bloque tous les orifices, ben j'ai dit, si tu me payes pas, tu sais quoi? Je vais splasher partout l'appartement. Et là, il appelle M. Turek. Puis là, il dit, paye-le! Il m'a payé. Vito me rappelle. Il me dit, Alain, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, Vito, dis à ton client, qui est M. Turek, s'il veut un pas bon, ben, qu'il appelle quelqu'un d'autre. Moi, on s'est entendu sur quelque chose, puis c'est comme ça que ça reste. S'il veut. Je dis, that's it. Un an après, Vito me rappelle, il dit, te souviens-tu de M. Turek? Ah non, parle-moi pas de lui. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il cherche un entrepreneur, Alain,
Je dis, non, ben Vito, je me suis pas entendu. Il dit non. Il dit, je lui ai dit, si tu fais affaire avec Mignot, niaise-le pas, Vladimir. Niaise-le pas. Il est bon, mais il faut pas niaiser. OK. Donc, je l'ai rencontré. Et là, j'ai dit, Monsieur Turek, si c'est extra, c'est extra. Comme, oui. Regardez les yeux. Oui. Ce genre de personne que j'admire, lorsqu'on est dans sa cour, il y a une protection. Mais pour entrer dans la cour, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Et puis, je l'admire d'ailleurs. Et ce qui s'est passé par la suite, ben, c'est là qu'il m'a donné le sens d'unité. Et puis, ça a bien été. Là, c'était payant. Là, c'était payant. À un moment donné, il m'a dit, je veux que tu me peintures tout un building au complet. OK. Je lui fais un prix. Alors, tu es vraiment trop cher. Maintenant, tu fais beaucoup d'argent. Tu fais plus d'argent. Tu es trop cher. Je dis, non, monsieur Turek, parce que... OK. J'étais dans la cour. Et à un moment donné, on creusait. On a eu un problème avec la ville. Je me suis dit, Turek, c'est plus 200 000 le contrat, ça va passer à 275 000. Laisse-moi réfléchir. Il me rappelle. Il me dit, à temps normal. Si j'étais pas dans le cours. OK. Je te donne le 75 000 de plus. Ben voilà. Et au fur et à mesure, la relation s'est développée à tel point, là, il quittait 3 mois en vacances et puis il m'a donné un chèque d'1 million de dollars, puis il dit tel tap. Il fallait faire des travaux un peu partout, puis après ça, je faisais la décaisse. Donc, ça, c'est M. Turek. Mais pour revenir à mon histoire de Verdun, vous me posez des questions. Hein? Ah, c'est bon. C'est fascinant de toute façon. C'est ça. Pas besoin de poser de questions. J'étais à Verdun. J'avais tout vendu, mes machines à condom, toutes mes machines à borne Internet. Je ne dis pas comment est-ce qu'on a fait, peu importe. Lui, c'est un monsieur qui achetait ça pour ses enfants. Et je rénovais pour M. Turek, le sens d'unité. Et là, je voulais absolument acheter un sixplex parce que j'entendais tout le monde dire qu'il faisait de l'argent avec l'immobilier. Puis je disais à mon beau-frère, à mon frère, à tout le monde, on devrait acheter un immeuble. On le fait. Attendez, là, lorsqu'on fait un sens d'unité, il ne voulait pas que ça soit dans un an. Là. Lorsque je suis arrivé sur le sens d'unité, M. Turek avait des équipes en place. Ça livrait pas. J'ai rentré. Il a mis tout le monde dehors parce qu'il a vu qu'on peut sortir 5, 6, 10, 12 appartements dans une semaine. Avec la façon que j'étais organisé, on livrait. On parle de cuisine, porte, fenêtre, salle de bain, balcon, toiture, tout. Le terrassement, vraiment tout. Donc, il a mis un peu tout le monde dehors. Donc, j'étais devenu comme une personne un peu de confiance. À ce moment-là, j'étais sur la rue de Troyes un soir. J'avais mon matelas par terre, mon bureau Ikea, mon verre de vin. Et là, je dis, Alain. Je me pose la question aujourd'hui, comment est-ce que j'ai fait? C'est un coup, spontanément. Je l'ai appelé et la conversation s'est déroulée comme suit. Bonjour, Monsieur Turek. Bonjour. Ça va bien? Ouais. Steve, go, qu'est-ce que tu veux? Monsieur Turek, j'aimerais ça que vous m'aidez à acheter un sixplex. OK. Même condition. J'ai dit laquelle? Que tu achètes un 60. 3 secondes de silence. Là, ma réponse stupide. Ben, Monsieur Turek, vous avez ajouté un 0. Me crois-tu stupide? 3 secondes de silence. Je dis non, mais de toute façon, j'ai pas l'argent. Il y a moins de risque. Je sais. Je vais te la passer. 5 secondes de silence. Là, j'allais me passer l'argent. Oui, je vais te passer l'argent. Et là, il m'a dit quelque chose que je vais toujours me souvenir. Alain, j'ai plus confiance en toi que t'as confiance en toi-même. Il parle comme ça, hein? Ouais. Si on connaît tous les deux M. Turek. Oui, c'est ça. Pour les gens, il peut témoigner qu'il parle exactement pareil. Oui, c'est pareil. En fait, c'est un personnage, je vais faire une parenthèse. M. Turek, moi, j'ai fait affaire avec en immobilier, mais de manière... J'ai parlé au téléphone souvent. Puis quand j'ai vu une vidéo à Alain sur Facebook, il parle de ça, puis je suis comme sidéré, je dis, écoute, on connaît les mêmes personnes. Ouais. Fait que oui, tu les mets très bien. Fait que continue pour ta conversation. Et là, il m'a dit, Alain, j'ai plus confiance que tu as confiance en toi-même.
J'ai OK, monsieur Turek. OK. Bye. Tac. Là, j'avais mon verre de vin, là. J'ai calé, tac, là, j'ai... Oh, wow. Il veut que j'achète un 60. Écoutez, pour un petit cul de Saint-Henri, j'ai passé les machines à condom, la boutique d'Antiquité, puis tous ces projets. 60 unités. J'avais aucune idée combien ça coûtait, d'ailleurs, combien ça pourrait valoir. On pense à des millions de dollars. OK. Donc là, je dis à mon frère, mon beau-frère, on va visiter les immeubles. Mais pourquoi? Parce qu'on va acheter un immeuble. Ah, comment est-ce que tu vas faire? Monsieur Turek va nous passer l'argent. Ah, voyons, Alain. Toutes les personnes qui étaient autour de moi étaient là, non pas pour me décourager. Alain, fais pas ça, il y a un risque. J'avais 50 000 d'économie. Il y a un risque, Alain. Mon père, que je voyais très, très, très rarement, même affaire, tu joues avec le feu. Continue, en rénovation, tu fais de l'argent. Finalement, je m'étais assis sur le bord d'une chaîne de trottoir au Terrasse Newman, le Sens Unité. Et là, je me rappelais que j'épluchais des patates lorsque j'étais jeune. Ma mère nous faisait éplucher des 50 livres de patates pour manger des patates frites tout le matin, toute la semaine. Ainsi qu'on mangeait des toasts avec du sucre. Je me souvenais que j'allais chercher le pain à la banque alimentaire à tous les semaines. Puis le pain, il était pas daté. Tu vois, les pins, là. Ben, on est le 10, le 11, le 12. C'est maintenant que c'est marqué le 7. Je suis pas allé à l'école, mais je savais quand même au minimum calculer ça. Et c'est là que je me disais, mais qu'est-ce que t'as à perdre? T'as rien à perdre. Et je pense, je le dis dans la vidéo, j'ai plongé vraiment sans savoir s'il y avait de l'eau dans la piscine. Et ça a été le coup d'envoi. Et souvent, je reproche aux gens d'avoir des peurs qui se font eux-mêmes. J'ai eu des amis, parce que là, ils savaient que j'avais 200, 300 unités, ils m'appellent. Alain, j'aimerais ça acheter un Siplex. OK, Jackie. Mais je dis, le même que l'an passé. Oui, mais je me pose des questions. OK. Je lui réponds tout ce qu'il veut. 6 mois après, Alain, bon, j'aimerais ça acheter un Siplex. Un jour, il a fallu que je lui dise, arrête d'appeler. Non pas parce qu'on n'est pas amis, parce que tu me poses toujours les mêmes questions, puis moi je te dis, là, plonge. Go, achète-le. Tu penses, Christy, ça fait 2 ans que tu m'appelles. Je te répète toujours la même chose. Fais-le. Do it. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis, le changement est dans l'action toujours, on va y revenir. Parce que, le mot changement, là, lorsque les politiciens mettent sur leur caravane, nous sommes l'équipe du changement, ben rien ne va plus. Le changement a été dilué par leur inaction, non pas dans toute chose, mais je parle au point de vue des enjeux, l'environnement, et ainsi de suite. Bon. Et là, tout le monde me disait, non, fais pas ça, fais pas ça. Finalement, le premier immeuble que j'ai eu a été un 68 unités. Je l'ai appris, non pas du 68, mais j'ai appris sur le tas. Ça n'a pas été facile. Il a fallu que je me creuse la tête. À titre d'exemple, j'arrive chez le notaire. Je balance pas. Le notaire est très sérieux. La lumière était très tamisée, M. Turek. Je me mets, M. Turner. Oui, Alain. Je balance pas de 20 000. Ben, il dit, c'est la commission de Vladimir. Peut-être que tu as pas calculé. Oh. Je peux pas dire un mot. Ce moment-là, je viens d'apprendre qu'il y avait une commission de 20 000. OK. Welcome. Mais 68 logements, je me souviens dans ce temps-là, je voulais avoir une marge de crédit pour on allait à la banque, moi et M. Turek, puis il m'a chapeauté, là, c'est vrai, ça a vraiment été un coach, un mentor. On allait aller à la banque et puis je donnais mes rapports d'impôts, il y avait juste des zéros. Il y avait des pertes, bien sûr, on rénove. M. Turek, il y avait un chiffre avant, le nombre de zéros après. C'est lui qui a endossé ma première marge de crédit de 10 000 $. Ouais. Lorsque j'appelais à la maison, sa fille, Caroline, disait « Ton fils, téléphone. Ouais. » Parce que M. Turek n'a pas eu de garçon. Il était un certain... Maintenant, il y a des petits enfants, bien sûr.
Mais il me disait combien de fois? Tu vois les immeubles? Oui. Tu sais, si j'avais un fils? Oui, monsieur Turek, je serais pas ici. OK. Oui. Ouais. Après le 68 logements, ça a été sans unité. J'ai acheté un immeuble sans logement, sans argent, avec monsieur Turek. Je lui dis, voici le potentiel que je vais aller chercher. Voici le revenu que je vais dégager. Je vais le refinancer, puis je vais vous ressortir en réalité, ce qui me passait, mais il me l'avait pas passé parce qu'une question d'imposition, mais je payais juste les intérêts. À même l'usufruit, les revenus de l'immeuble, c'est une entente entre nous deux. J'ai rénové, j'ai augmenté, j'ai livré. Là, je dis maintenant, votre immeuble vaut ça. Je prends ça dans la part de ce que j'ai fait. C'est une belle façon. Parce qu'aujourd'hui, il y a des immeubles, des fois, il y a des personnes qui ont un immeuble, 20, 40, peu importe le nombre d'unités, et ils ne veulent pas le vendre, mais ils ont payé ça 25 000 par porte il y a X nombre d'années. Souvent, il s'est payé, ou souvent, il y a une hypothèque, mais il y a un potentiel incroyable dedans. Et souvent, ils les mettent en marché, puis ils sont pas capables d'avoir le prix. Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé les revenus. C'est destroy à l'intérieur. Voilà, je vais mettre un 300 000 dans ton immeuble. Hein? Oui, on va faire un contrat. Quoi? Je vais gonfler ton immeuble, puis à tel point, on fait les calculs avant et après, les analyses. Moi, je pense qu'on est capable d'aller chercher 800 000, $1 million. Mais après, on split. Ben oui. Donc, c'est à peu près ça que j'ai fait avec M. Turek pour le deuxième immeuble. Après ça, est venu un 61 logements. Puis, en 2005, j'ai tout vendu. 307 portes. Un groupe de chez Raymond Chabot. J'ai rien compris comment ça s'est passé. Stratégie fiscale, bien sûr. C'est un groupe qui l'ont acheté. Mais M. Turek, il m'a encore impressionné avant de sortir parce que je cherchais comment faire pour me départir de ce mentoring. Parce que je me disais, Alain, tu vas aller à la banque, là, ils vont te passer à 3%, là. Tu as quand même un cresti de beau bilan. Mais M. Turek était là, il fallait encore, je lui verse les 12% d'intérêt. Là, je cherchais comment faire. Et c'est là que Mia est arrivé. J'ai mis Mia dans le décor parce que je me disais, si moi je me retire, je dis à M. Turek, je vends tout. Un monsieur qui aime ça mentorer, il faut un autre poulain. Et j'ai déjà dit à M. Turek, n'oubliez pas, M. Turek, tout ce que je dis, la façon que je dis, au temps opportun, c'est vous qui me l'avez appris. De quelle façon? Livrer le message. Il est très philosophe d'ailleurs. Et donc, j'ai tout vendu. Et puis, j'ai pris 2 années sabbatiques. Enfin, lorsque je dis sabbatique, c'est rapide. Parce que j'ai ouvert 2 restaurants. 2 presse-cafés. Restaurants panini, salade, lounge. Et je me suis aperçu rapidement là que c'est tough c'est très tough à avoir un restaurant. Et c'est mon genre, j'en ai un, go, on va ouvrir le deuxième maintenant. Et pourquoi je les ai vendus? Parce que on fait pas beaucoup d'argent. On en fait. Mon spin, probablement, là, t'es sur un vélo à 50 vitesses, genre, là. On est sur la petite gear, là. On spin, je sais pas combien de tours pour faire $1. J'avais des problèmes à la caisse avec les employés. La dame, elle aime pas son café, ça fait 3 fois, puis les employés pensent qu'elle veut avoir des cafés gratuits. Je dis, mais attendez, ça nous coûte 20 cents de faire un café, là. Vous êtes contente, madame? Oui, contente, oui. Je vais vous en faire un 4e, puis c'est pas grave, là, ça coûte 20 sous, là. On le sait, par contre, qu'elle est difficile. Bon. Donc, j'ai vendu les cafés. J'ai fait du day trading. Je suis allé à l'école Day Trading Canada. J'ai eu mon diplôme parce que, quelque chose que j'ai pas dit, je suis allé à l'école de la bourse. J'avais à peine 19 ans. Je connais rien au showbiz. Je connais rien au sport. Mais je connais vraiment en économie. Je peux te dire, c'est quoi le crash boursier en 87, le lundi noir, les Golden Boys, Bowitzki, Segal, Levin, c'est combien les infractions, les junk bonds. Je connais tout ça. Je m'intéressais à ça, VS, le cinéma, puis
Excuse-moi, mais je veux juste faire une parenthèse, que tu n'as pas été à l'école longtemps, mais tu connais un paquet d'affaires. Fait que ça a tout été, tu t'es appris tout seul, dans le fond, ces choses-là. Absolument. OK. Absolument. En fait, pour revenir à l'éducation, à un moment donné, j'étais à 200 portes. Puis je me disais, bon, peut-être, pourquoi pas, je vais aller à l'université pour aller... Il y avait un cours à l'université en immobilier. OK, cool. Je m'inscris. Je fais ma demande. Ils m'ont refusé. Bah, voyons. C'est pourquoi ils m'ont refusé? C'est contingenté? Non. J'ai pas de secondaire 5. Ah, le secondaire 5. Je m'en vais rencontrer la dame. Puis je lui démontre que j'ai vraiment 200 unités. Puis à quelque part, je dois avoir compris quelque chose. Il m'accepte. Good. Me voilà rendu sur les bancs à l'université pour apprendre l'immobilier. En fait, je voulais apprendre qu'est-ce que j'avais pas encore appris. Parce que eux, c'est 3 ans après, t'es sur le terrain. Puis moi, ben, t'es sur le terrain. Puis, t'as compris ou pas? Et je pense que ça n'a pas pris plus que 2 mois. J'ai abandonné. La raison? J'étais dans un cours de statistique. Puis à un moment donné, j'aime pas les choses compliquées. Comme M. Turek qui a toujours son carnet. Bon, je suis très informatisé, là, mais je m'en vais voir le prof. Je lui dis, à quoi va nous servir ces calculs? Parce que dans le programme, j'avais vu qu'il y a des choses qui sont très intéressantes, mais c'est dans X nombre de temps. OK. Mais maintenant, à quoi ça va nous servir, ces statistiques? Ah, il dit, ça va te servir prochainement à faire des ratios. Je les fais, les ratios. De toute façon, c'est les logiciels qui les fait. Bon, ouais. Et là, je lui dis ceci, vous savez quoi? J'ai comme l'impression que je dois apprendre comment faire tenir un éléphant sur un bouchon de liège. Je ne veux pas être ingénieur, là. Voyons, pourquoi apprendre toutes sortes de stats? J'ai abandonné, je dis pas que c'est pas bon. J'ai déjà eu des universitaires qui ont acheté un projet sur Dovecourt. Il avait fait son diplôme en immobilier. Et puis, il me posait plein de questions. Oui, mais allez, si tu fais ça. Je dis, non, mais tu te compliques la vie, là. C'est simple. Et finalement, ben, ils ont acheté pareil. Tant mieux. Donc, après les 2 restaurants, j'ai commencé à faire du coaching. La Banque Royale, ici à Place Ville-Marie, j'avais un banquier commercial. Il a vu ce que j'ai fait. Et puis, wow, c'est quand même pas si mal. Et c'est là qu'ils ont commencé à me référer des clients pour que je sois dans certains dossiers. Donc, j'ai des clients qui ont fait de l'argent, achètent un immeuble, 2 ans, ils l'ont gardé, ils l'ont flippé, un 20 unités, un 30 unités. J'ai plusieurs clients de la Banque Royale. Et même le vice-président des hypothèques commerciales de la Banque Royale, ici à Place Ville-Marie, son rôle à Daniel Beaulieu, il est à retraite maintenant, c'était de passer 8 milliards sur le marché par année. Lorsqu'il a pris sa retraite, il est venu travailler avec moi. Oh. Pourquoi? Premièrement, j'ai fait un projet. Je l'achète 1 million. 9 mois après, la banque, je dis, il vaut 2 millions. Et là, ils vont voir Daniel Beaulieu, vous ne connaissez pas? Ouais, minute. La SCHL est venue. Attends un instant. Comment est-ce qu'il fait pour arriver à doubler la valeur en si peu de temps? En si peu de temps. J'ai une stratégie, bien sûr, il y a une façon de le faire. Je les ai tous doublés, de toute façon. C'est dans mon parcours, c'est public. Et la SCHL est venue. Tout le monde est venu. Ils ont financé. Ils ont financé le projet. Et pourquoi je disais ça? Quelque chose qui m'a aidé par contre, c'est que, à un moment donné, j'ai dit, écoutez, moi je suis allé à l'école Turek. Et puis là, la SCHL, ah, Monsieur Vladimir Turek? Oui, ça aide. Ça aide. J'ai bien été mentoré, donc ça m'a permis d'avoir des bonnes ouvertures certaines fois, soit avec les banques ou soit avec des contacts, quoi que ce soit, à propos de M. Turek. Donc, je réussis toujours à doubler la valeur. Daniel Beaulieu est venu travailler avec moi, j'ai fait du coaching. Et après ce coaching, 2 ans, juste 2 années, juste,
Je ne savais pas quoi faire de ma vie. Puis je me disais, mais Alain, recommence dans l'immobilier. Donc, j'ai recommencé dans l'immobilier et cette fois-ci, je me suis vraiment spécialisé dans les subventions. Parce que avant, dans mon premier parc, j'étais vraiment hot dans les subventions à la Ville de Montréal. J'en ai sorti, incroyable. Et puis, dans mon deuxième parc, pour maximiser la subvention, j'ai diminué les achats à 20-35, les immeubles, parce qu'il y a un plafond aux subventions, avoir les meilleurs ratios par appartement. Et puis, j'en ai fait quelques centaines. Wow. Quelques centaines. Écoute, j'ai envie de te dire, Alain, que si tu permets, je te réinviterais pour faire une émission au complet sur l'immobilier. Ouais, c'est intéressant. Parce qu'honnêtement, il y a plein de monde qui vont capoter là-dessus. Puis, je suis très impliqué dans le monde immobilier. Puis, je te connaissais pas jusqu'à temps qu'Éric Saint-Cyr en parle. Puis là, je me rends compte qu'on connaît un paquet de personnes ensemble. Puis, l'immobilier est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Fait que, si tu permets, j'aimerais ça te réinviter pour une autre émission. Avec plaisir. Super intéressant. Écoute, moi, je me souviens, là, j'étais le pionnier, là, la SCHL, elle refusait mes revenus d'Internet. Elle refusait. Je leur ai démontré à la SCHL que dans X nombre d'années, 4 familles sur 5 vont avoir l'Internet à la maison. Oui, parce que, pas sûr. Attendez, pas sûr. Là. Vous voyez pas comment l'expansion, comment là. Ça, c'est au début. C'est pas long. J'avais un projet. J'avais 200 culs de porte à ce moment-là. Je cherchais une façon pour augmenter mes revenus. Il y en a plusieurs. Je me suis dit, mais Alain, tu vas mettre de l'Internet. Tu vas mettre du téléphone. Tu vas mettre du câble. Dans tes immeubles. Partout. J'ai augmenté la valorisation de 1,4 million, le banquier. Et le câble, c'est très spécial. J'avais appelé Vidéotron. Parce qu'anciennement, Vidéotron venait nous solliciter. First Choice, Star Choice, je pense que ce sont des entreprises de câble de distribution. Et là, ils nous disaient, écoutez, si on s'installe une table, ça vous tente-tu, une table dans l'entrée de votre immeuble pour qu'on puisse solliciter vos clients, puis on vous donne 5 $ par abonnement. OK, good. La deuxième année, on vous donne 6, 7. Wow, attendez, là. Pourquoi pas plus? Et à un moment donné, je me suis dit, mais Alain, pourquoi tu fournis pas toi-même le câble? J'appelle Vidéotron. Je dis, je veux que vous fassiez une étude dans mon immeuble. Je savais que j'avais peut-être 15, 20 abonnés dans le câble Vidéotron. On me rappelle. Ils me disent, non, on n'est pas intéressé. OK. Donc, ce que j'ai fait, prochain immeuble que j'ai acheté, dans tous les nouveaux baux, c'est moi qui ai l'exclusivité sur le câblage. Même lorsqu'ils sont en place, là, on change parce qu'on fait des rabais. Et qu'est-ce que je fais? Bon, c'est sûr, j'ai négocié avec Vidéotron. Écoute bien, lorsque le commercial me dit non, je me suis dit, mais comment Alain tu pourras faire? J'ai appelé Vidéotron, je leur ai dit, j'ai un projet. Ils m'ont dit lequel? Je veux faire des appartements hôtels, puis j'ai besoin de le câble. Ils dit OK. J'ai fait mon prix. Ils m'ont fait un prix à 11 $ le Télémax Plus par appartement. Wow! 11 $. Puis l'autre, il voulait pas le faire. Et pourquoi? Parce que c'était un nom de département. Puis je vous dis des secrets, là, les départements se parlent pas entre eux. Donc là, j'ai mis 20 plugs. C'est un contrat de 3 ans. 20 plugs à 11 $. C'est rien. Et j'ai vendu ça à 30 $ chaque. Wow. Après, ils m'ont dit, le gérant de Vidéotron, il m'appelle, il me dit, tu vas l'aimer. Oui, mais êtes-vous sûr que c'est des appartements hôtels? Je dis, bien sûr. Pourquoi? Il dit, parce qu'on croit que c'est des gens qui habitent à temps plein. Oui, bien sûr, ils habitent à temps plein. Ben, il dit, attendez, est-ce que c'est un appartement hôtel? Je dis, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens qui louent pour 12 mois, puis ils skippent après à 3 mois. Puis il y a des gens qui louent pour 3 mois, puis ils restent pour 12 mois. Quel bail que vous voulez? Il dit, est-ce que vous fournissez des choses? Bien sûr, la cuisinière, le réfrigérateur. Et le reste, ça arrive. Mais il faut toujours refournir parce qu'ils partent avec, de toute façon. Il dit, OK. Ça t'a fait l'histoire. Fin l'histoire. Chuck me fait des grands signes parce qu'on est en... Alain, c'est fascinant. Honnêtement, je pense qu'on a passé 3 heures à parler, mais avant, il y a 2 affaires que je veux qu'on... Ben, il y a une affaire que je veux qu'on parle avant qu'on se quitte. Parce que là, tu m'as promis de revenir pour parler d'immobilier. Tu vas le faire, j'espère. Mm-hmm. Je veux qu'on parle de We Rose parce que c'est ce que tu fais présentement aussi. Oui, absolument. Parle-moi un peu de ça. Après avoir tout vendu,
encore, sous coup de tonnerre, mon intuition est revenue. J'étais dans un hamac à Cancun, puis je me disais, tu sais, Alain, ta vieille histoire, là, ton programme du régime mental que tu voulais mettre sur le marché pour faire un projet d'impact social, qu'est-ce que tu fais? Parce que j'avais plus de raison pour ne pas le faire, vu que j'avais les moyens financiers pour financer un nouveau projet. Et là, il est venu toute la bataille de l'identité. Je me suis dit, mais pourquoi toi tu ferais ça, Alain? Pourquoi? T'es un gars d'immobilier, comment est-ce que les gens vont te percevoir? Vous savez, le problème de l'imposteur. Mm-hmm. J'ai passé au travers et finalement, je me suis dit, OK, faisons-le. Je ne savais pas qu'est-ce que j'étais pour faire, soit une chanson, une pièce de théâtre. Je dis ça parce que c'est Bleu, Blanc, Rouge qui me disait ça. Alain, on comprend ton projet, mais on sait pas comment ce qui va se découler. Elle dit, peut-être que ça va être une pièce de théâtre. Je me dis, attendez, vous riez, là. Une pièce de théâtre, une chanson, un livre. Elle dit, non, on veut pas te dire, mais on comprend ton projet parce qu'ils ont vraiment une procédure spéciale. Mais ce qui m'a allumé vraiment, c'est avec toutes les, non pas les découvertes, mais toutes les recherches que j'ai pu faire. Je suis très sensibilisé à la pauvreté, à l'ignorance. L'ignorance, c'est pas de la stupidité. C'est vraiment, il y a des pays qui sont sous-développés, qui sont exploités. Bon, j'ai fait vraiment le tour de la question. Et ce qui me touche vraiment, c'est de voir qu'il y a des statistiques qui sont logiques et que l'être humain ne bouge pas pour autant. Et lorsque j'ai dit ne bouge pas pour autant, c'est parce que j'ai comme l'impression que le feu se propage plus vite dans la maison que l'on va être capable de sortir à la vitesse qu'on va être capable de sortir. Il y a des évidences aujourd'hui. Ça me choque toujours, je réagis lorsqu'on entend que 80% des poissons sont en voie de disparition ou sont disparus. Ça se peut pas. Ça se peut pas qu'on en soit rendu là. Il va nous falloir une deuxième planète, tu as vu la vidéo? Il va nous falloir une deuxième planète pour vivre d'ici 2030. La surcapacité, la surpopulation, il y a plein d'enjeux qui sont là. Et nous sommes, ce que l'on vit en ce moment, on a fait les mêmes patterns dans l'histoire ancienne, des civilisations qui se sont autodétruites. On est dans la même lignée pour en arriver là. Jusqu'à un moment critique que nous sommes présentement, semblerait-il qu'il n'y a pas de non-retour en ce moment. Juste, selon les grands scientifiques, il y en a, ils sont pas tous unanimes, jusqu'à dire maintenant, si on fait quelque chose, c'est de savoir comment réagir. Parce que c'est évident qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Le feu est pris. Maintenant, c'est de savoir, est-ce qu'on est capable dans la maison sauver quelques pièces? Ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur. Et moi qui ai profité de la vie, moi que j'ai réussi, j'ai conduit les belles voitures, j'ai voyagé, je me suis payé tout ce que j'ai voulu dans la vie. Comment est-ce que je pouvais rester à rien faire? Non, je pouvais pas y penser. Et comment est-ce que je pourrais justifier à mes enfants, à mon enfant, de ses enfants, que nous, là, notre génération, on a la possibilité de faire quelque chose et nous sommes tellement préoccupés par notre nombril que finalement, on fait rien. Ah oui, il y a des écolos, on fait ci, on fait ça, on fait ça. Correct. Sauf que lorsque tu as besoin de 8 heures pour dormir, il t'endort seulement 5. À un moment donné, la batterie s'épuise, c'est la même affaire. Lorsque plus d'enjeux, que plus de solutions qui arrivent, on va arriver à un point de non-retour. C'est pour ça que, c'est pour moi qui dis, là, dans le rapport Planète 2012, où les autres, ils disent très bien qu'on va avoir besoin d'une deuxième planète pour vivre en 2030. Il y a pour faire une simple tasse de café, c'est 200 litres d'eau. 200 litres d'eau à partir de la culture jusqu'à... Wow. Il y a plein de... Donc, je me disais, mais Alain, qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai consulté. Je me suis, au début, j'ai fait un projet avec l'université La Chaire en éco-conseil. C'est un projet web. On demandait aux gens de s'impliquer à faire des actions dans le développement durable. Rapidement, ça n'a pas fonctionné. On a programmé le projet, le site, et je me suis aperçu que lorsqu'une personne crée une action, elle a besoin d'un mérite pour être encouragée. La gamification. Si moi je le fais, puis le voisin le fait pas, tout mon quartier le fait pas, mais je veux dire, je vais être marginal si moi je le fais. Donc c'est pour ça que ça l'a découlé sur un réseau social qui est We Rose aujourd'hui.
Ben, bien sûr, le premier projet, après 250 000 avoir investi, ben, il a pris la poubelle. C'est ce qu'on m'a suggéré de faire. OK, je me suis relevé les manches. On recommence. On recommence d'une façon logique, puis j'ai plein de conseils aux entrepreneurs. Écoutez, mon premier projet s'appelait, je suis gêné, s'appelait « Un à un, changeons le monde une personne à la fois ». What? C'est comme un salon de bronzage, le genre. C'est pas sexy, c'est pas glamour, c'est pas... Et là, après, on m'appelle, on me dit « Malin, comment est-ce que tu vas faire pour enregistrer ça aux États-Unis? » Mais pourquoi? Ben, comment est-ce qu'on dit ça en anglais? Ah, j'ai pas pensé à ça. J'appelle mon gars de web, marketing. Ah, moi, je savais pas que tu voulais aller aux États-Unis. Attends, c'est un projet web. Ça, en tout cas. 250 000 à la poubelle. Et là, je suis allé voir vraiment les grandes boîtes. Et c'est là que je me suis aperçu que le marketing, c'est puissant. On a vraiment fait le tour de la question avec Bleu, Blanc, Rouge, LG2. Lorsqu'on aide une personne, ce sont tous des questions qu'on s'est posées. Lorsqu'on aide, est-ce qu'on commet vraiment un acte altruiste ou un acte égoïste? Mm-hmm. Et c'est super intéressant parce qu'il y a des études qui démontrent que lorsqu'on aide, c'est un acte égoïste. Il faut que ça me rapporte. Et ça me rappelle, lorsque le kid, il sonnait à ma maison, là, il y avait une palette de chocolat à me vendre quasiment à 10 $. Tabarnak. Et là, je dis, je vais t'en acheter. Ah, donne-moi la boîte. Parce que moi, j'en ai vendu des palettes de chocolat. J'ai fait du porte-à-porte. Puis c'était gênant. Et lorsqu'il y en a un qui m'en achetait, là, lorsque j'arrivais à l'école, l'autre avait 5 boîtes de vendues, puis moi, j'avais 5 palettes, même pas une boîte. J'étais gêné. Donc, c'est pour ça. Je me reconnaissais. Et oui, lorsqu'on aide, c'est vraiment un acte, semblerait-il, égoïste. Et c'est pour ça que We Rose a été créé. La marque, la position de la marque a été créée sur le nous. Nous. Oui, je comprends. Change.org, qui est un marché à 230 personnes, un site à pétition. Tous les autres sites font appel à l'altruisme. Aidez-nous, il faut aider, il faut aider. Oui, mais moi je dis, il va y avoir le feu dans la maison, puis le feu va être pris partout, puis on va crier encore à l'aide. Pourquoi? Ben, c'est ceux qui vivent dans la maison qui peuvent éteindre le feu. Et c'est pour ça que We Rose est centré sur nous. Oui, héros, We Rose. Il y a personne d'autre qui va provoquer le changement, sauf nous. Et d'ailleurs, pour terminer là-dessus, lorsque j'étais chez LG2, je leur ai dit, arrêtez d'utiliser le mot changement. Tout à l'heure, j'ai dit les politiciens, puis ça a été dilué par l'inaction. Mais, il dit, qu'est-ce que tu veux que l'on dise, Alain? J'ai dit, je vais vous dire une chose. Bon, j'ai dit, je sais que vous allez me trouver spécial. Ils étaient 8 autour d'une table, tous des intelligents, vraiment. Et là, je leur ai dit, pour moi, le changement, là, c'est vraiment le mouvement dans le silence. Et là, quoi? Qu'est-ce qu'il dit là? J'ai dit, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Il dit non, ferme ta gueule et bouge. C'est ça que ça veut dire. Mais pourquoi? Attends, pourquoi? Lorsqu'on change, lorsqu'on porte action, on n'a pas besoin de dire qu'on va changer. Do it. Fais-le. Fais-le. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut arrêter de parler, il faut le faire. D'ailleurs, ça me fait penser une anecdote. Lorsque j'étais jeune, vous savez, une abeille qui tourne autour d'un pot de confiture. J'étais avec une concubine. Je lui parlais. On n'ose pas trop lui poser la question, mais à un moment donné, qu'est-ce que tu as envie de faire? Elle me regarde dans les yeux. Elle dit, let's do it. Là, je me sentais, oh God, faisons-le le changement. Provoquons-le par nos actions. C'est tout. Le changement est dans l'action. Donc, mon projet We Rose, c'est une plateforme, c'est un réseau social implanté dans 228 pays présentement. 228, c'est 160 000 Québécois, Québécoises qui sont inscrits juste ici. Wow. Ce qui nous a amené à faire connaître We Rose davantage ici au Québec, c'est vraiment l'histoire des trop-perçus d'Hydro-Québec. Oui. Donc, ça a fait la une des journaux. J'ai fait la une des journaux aussi. On a commencé par une pétition, par la suite une mise en demeure. Ça a été vraiment splendide. Et en même temps excitant, parce que on a envoyé une mise en demeure au gouvernement par un huissier, livré par un huissier, de 1,4 milliard. Remboursez-nous 1,4 milliard.
Je trouvais ça audacieux, mais avec la coalition Peuple allumé, on a fait un stunt médiatique, on a appelé tous les médias. Ils sont tous venus. Il y avait un huissier qui était brave parce que ça a pas été facile de le trouver. Il y en a beaucoup qui ont refusé. On a remis la lettre en main propre, la mise en demeure. Il est mandaté, tu t'en vas à Québec, tu t'en vas livrer ça en main propre, puis on va avoir la réception. Une mise en demeure d'1,4 milliard. Donc c'est là qu'ils se sont dit, ben, c'est qui We Rose? Et de un. Et par la suite, on a sondé nos clients à savoir qu'est-ce qu'ils voulaient faire des trop-perçus d'Hydro-Québec. Et ils ont dit, mais pourquoi pas faire une action collective, un recours collectif. Donc là, We Rose est là pour aider à propulser les actions des gens pour la protection des enjeux. Et c'est là qu'on les a aidés encore, la coalition, puis on a dit, ben OK, il faut trouver une boîte d'avocats. Trouver une firme d'avocats qui n'ont pas de contrat avec le gouvernement. Ben, c'est pas facile. Donc, on a trouvé une firme qui n'a pas de contrat avec le gouvernement et qui sont spécialisés en énergie, secondo. Et puis, on a déposé une demande en recours collectif au mois de novembre l'an passé auprès du gouvernement de bien rembourser les Québécois, Québécoises de 1,3 milliard de dollars. Pas 1,4 parce que 1,3 milliard. Des trop perçus. Et là, il y a toute l'histoire, là. L'ancien ministre de l'Énergie, il l'a dit à l'Assemblée nationale. Nous allons cesser cette mécanique mise en place des trop perçus, d'une part, et par la suite, nous allons redonner aux citoyens un truc comme ça, ce qui leur appartient. Il n'a jamais dit repayer ou quoi que ce soit. Les libéraux, la même affaire, tu sais. Et la CAQ, ils l'ont dit. Ils sont venus prendre le micro à mon événement pour dire, il faut payer les libéraux. Maintenant, c'est la CAQ qui est au pouvoir. Voyons voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils ont fait une pétition l'an passé, la CAQ, demandant aux citoyens de l'appuyer parce que il fallait que les libéraux remboursent. Donc voici, We Roll, c'est un projet. Allez voir. Je vais aller voir déjà. C'est intéressant. Tous les enjeux, autant les abeilles, autant les calèches dans le Vieux-Port de Montréal, autant Hydro-Québec. Ça peut être des petits enjeux que parce que je voyais, c'est que n'importe qui peut aller partir un projet là-dessus. C'est à peu près ça? À peu près ça. Okay. C'est certain que il faut comprendre ceux qui font des actions sur le site, des enjeux, ils démarrent des enjeux. Moi, je les appelle mes initiés. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir appuyer, mais sans trop s'impliquer dans la démarche de démarrer une action. Et souvent, c'est pas tout à fait rempli. C'est là qu'on va aller les aider. Donc, moi, je dis aux gens, vous avez une idée, vous voulez faire quoi que ce soit, quelque chose, ben, faites-le sur le site. Excusez. Et nous, on va vous contacter pour, par la suite, qu'on puisse vous appuyer dans la démarche. Cool. Les 3 dernières questions de la fin, Excusez. Alain. En fait, je sais pas si t'as écouté certains épisodes des Machines. As-tu eu la chance d'en voir? Non. C'est pas un crime de ne pas les avoir vus. T'es pas au courant des questions. Je suis franc. Super. Les questions de la fin, en fait, si tu as un livre à recommander au plus grand nombre de personnes possible autour de toi, dis écoutez, ce livre-là, il faut absolument que vous le lisiez parce que ça va changer votre vie. Qu'est-ce que ce serait? Au point de vue professionnel ou changer de vie? Peu importe. Je vous dirais, j'en ai plusieurs. Tu me permets? Tout à fait. OK. Un belle histoire, un vieux livre qui date de longtemps, mais qui a été publié dans toutes les langues. La vie des maîtres. C'est un classique, La vie des maîtres. Et là, c'est une histoire vraie. Ce sont des scientifiques, des chercheurs qui sont allés dans les Himalayas pour prendre connaissance de la méthode que les maîtres puissent vivre et faire un parcours avec eux. Et vous allez voir, là, il y a des choses qui est inexplicable. Et ce sont des scientifiques, des chercheurs. La vie des maîtres. C'est vieux comme livre. Quelque chose qui tord le cerveau. Parce que si je vous dis, il faut pas penser à avoir peur, vous allez penser à la peur. C'est tout évident. On se sert de notre inconscient pour travailler les pensées, en fait. Il s'appelle Wang Po. Il a écrit, d'après moi, pas plus que 2 livres. Wang Po, c'est un patriarche de la Chine qui écrit, je crois, c'est dans les années 1400. C'est à tordre l'esprit. C'est vraiment à tordre l'esprit. Ça, c'est personnel. Au point de vue d'affaires,
Toujours un bon vieux livre, là, selon moi. Ce Mark Fisher, qui c'est un Québécois, Le millionnaire instantané. J'ai adoré ce livre. J'ai adoré ce livre, Le millionnaire instantané. La vieille version, parce qu'il y a le millionnaire, le golfeur, il y en a toutes sortes. Mais je sais pas si tu as déjà lu Le millionnaire instantané. Absolument pas. Ah, c'est incroyable. On parle de la puissance des mots. Et puis, c'est un livre que tout entrepreneur doit lire. C'est un jeune, il veut emprunter de l'argent à un excentrique. L'excentrique va l'héberger à sa maison. Et puis là, il va le mettre au défi de lui signer un chèque. Puis il dit, OK, si tu crois à ce que tu vas faire ou tu vas réussir, ben tu dois me donner une garantie. Puis le jeune, il veut pas. Mais attends, pourquoi tu veux pas si tu... Donc, il tourne autour de ça. Lorsqu'il l'héberge le soir, il barre la porte de la serrure. Et puis, il y a une imprimante. Elle commence dans la chambre, commence à sortir des feuilles. Il y avait une lecture, il y avait des choses écrites, que vous allez mourir, des trucs comme ça. Puis là, le jeune, il se met en panique. Histoire courte, il lui fait apprendre après ça que la puissance des mots, les mots n'ont pas de valeur, sauf ce que tu lui apportes. Et c'est super important. Moi, lorsque mon fils était au primaire, je lui disais, veux-tu savoir c'est quoi le bowling? Je vais te faire comprendre une chose. Tu vas voir le jeune qui fait du bowling, il va dire quelque chose à un jeune, puis il y en a un qui va s'apitoyer sur lui-même. Et l'autre, il va dire « Fuck you! » Lui, il a une carapace, ça passe pas. Le mot est pareil, mais réagit d'une façon différente sur chaque personne. Donc, le millionnaire instantané de Mark Fisher, qui a été écrit en plusieurs langues ici. Et puis un dernier, si j'en ai un autre, c'est tout. Cool. C'est tout. Si tu avais une chanson qui serait le soundtrack de ta vie, qu'est-ce que ce serait? J'en ai une dans la tête qui me vient comme ça lorsque... Vous savez, il y a une chanson qui dit « It's my best day, ma meilleure journée, that's my best day of my life. » Pas bon chanteur, hein? Comment est-ce qu'on l'appelle? Je l'ai en tête, je sais. Attends un petit peu. Best day of my life. Qui chante ça, donc? Je vais le trouver, en fait. C'est Kéten, peut-être, ouais. Mais c'est juste... En fait, c'est pas la chanson, c'est juste le refrain. Ouais. Je suis vraiment pas cinématographique, Hollywood. Juste vous conter quelque chose rapidement. J'étais au gym. Je ramais. Tu sais, la chanson d'exercice. Et là, je regarde la fille à côté de moi. Là, je lâche. Je dis, il me semble que je vous ai déjà vu quelque part. Elle dit, peut-être. Elle dit, je suis Marina Orsini. Ah, non, OK. Là, je continue. Je continue. Au moins 10 fois, puis là, je lâche. Ah là, je me sentais stupide. Ah oui, je pense que vous faites de la télé. Elle dit, oui, je fais de la télé. Désolé. Ah oui. J'étais dans un bar. Je pensais que le mec qui était là, c'était mon ami. Je taxais pas. Hey, il se retourne. Ah, je dis, excuse-moi. Je dis, vous êtes pas la personne que je pensais. Ses amis. C'est un joueur des expos. Aucune idée. Aucune idée. Je pense. Donc, cinéma, puis sport, nul. Si tu avais une définition à donner, c'est quoi être une machine pour toi? Ben, j'ai toujours la même chose que je me dis, vaincre ou mourir avec ses rêves. Tu as 2 choix dans la vie. Je suis une balance de mon signe astrologique. Souvent, j'ai vu de mes amis, on allait dans les bars prendre un verre, puis à 10 heures, je le quittais. Puis on me disait, Malin, t'es plate, pourquoi tu t'en vas? Je dis, mais attendez, je dis, bon, demain, vous travaillez. Ah ouais, mais on a du fun. Est-ce qu'on a déjà vu un marathonien la veille dans un bar, puis le lendemain, il court? Non. Moi, je dis toujours aux gens, il faut vraiment avoir les mêmes pensées, le même comportement de tes objectifs. Mm-hmm. Et je me souviens plus de la question. C'est quoi machine? T'as répondu. Machine. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est très bien répondu. C'est de toujours faire tes actions en fonction de ton objectif. Et souvent, il y en a qui l'oublient au quotidien. Il y a juste une chose qui fait en sorte que j'agis comme ça, c'est pour l'atteinte d'un objectif. Quand tous les sentiments, tout est fluide, tes sentiments amoureux, tes fluides, ton énergie, tout doit être concentré,
sur l'atteinte de l'objectif. Vaincre ou mourir avec tes rêves. Parce que si tu les vainques pas, faut que tu les laisses. Si tu les laisses pas, ben, tu vas dépresser. Alain, la rencontre qu'on a eue, l'impression que j'ai un petit peu, tu me laisses sur mon appétit. C'est comme si on était rentré dans un 100 logements, puis que tu m'as monté 3 appartements seulement, puis il nous en reste 97 à voir. Fait qu'il faut que tu reviennes. Faut que tu reviennes. Avec plaisir. On va juste parler de l'immobilier. Ben, il y a d'immobilier, puis honnêtement, je pense que tu as besoin de parler aussi de... Tout le monde va être intéressé à entendre parler de mindset, de reprogrammation, de ce dont tu parles. Fait que là, on a comme 97 autres portes à ouvrir. OK, donc programmation. Immobilier. Oui, parce que programmation, ma mère a cogné à ma porte. Qu'est-ce que tu fais, Alain? Elle ouvrait la porte, là, c'était en plein hiver, moins 30 degrés, puis j'étais... c'est parce qu'il faut de l'oxygène, parce que... Ben oui, j'ai des bonnes choses à vous raconter. Cool. Donc, reprogrammation, puis immobilier, avec plaisir. Super, merci Alain, j'apprécie tellement ta présence. C'était super intéressant. Ouais, puis les machines, c'est un peu ça. J'ai toujours dit qu'au Québec, il y a un paquet de monde super intéressant qu'on n'entend pas beaucoup parler. Ou qu'on connaît pas. Puis t'étais une personne que je ne connaissais pas, si n'était que Voilà. Eric m'en a parlé. Mais merci énormément, puis... Ça me fait un grand plaisir. on a passé plus de temps. On fait un marathon. Il y a 2 autres personnes qui s'en viennent. C'est correct qu'on repart avec 2 nouvelles entrevues. Une dédiée, je pense, à l'immobilier et aussi, je pense, au mindset, tout ça, parce que tu as beaucoup à apprendre. Merci beaucoup. Merci. Hey, une question avant que tu partes. Vas-y. Tu parles partout de ton mentor sur tes sites. Oui. Tu ne le nommes jamais. Sérieux? Oui. Répète. Sur mes sites, On voit que tu parles d'un mentor. Tu parles de ton mentor, mais j'ai jamais vu le nom, finalement. Ben, c'est M. Vladimir Turek. Parfait, mais j'étais pas sûr. J'ai dit à Stéphanie, j'ai dit, on parle d'un mentor, mais c'est comme si c'est secret. Non, c'est pas secret. C'est pas secret. C'est que je n'avais jamais appris à parler de mon histoire. D'ailleurs, je vais vous dire pourquoi je parle de mon histoire. Bon, je m'en vais dans une campagne de sociofinancement par équité. J'invite tous les Québécois, Québécoises à devenir actionnaires de We Rose. En mettant de l'argent, ils s'approprient les actions. Et dans notre campagne de marketing, on dit, Malin, qu'est-ce qu'on va faire? Et mon prof de com me dit toujours, raconte ton histoire. Raconte ton histoire. Et moi, je la vis pas de la même façon que les gens lorsqu'ils l'entendent. Parce que je l'ai vécu, puis, sincèrement, j'ai plus de sentiments. Ouais, c'est normal pour toi. Et c'est normal. Voilà, c'est normal. Jusqu'au jour, j'ai passé une entrevue avec une journaliste et puis elle s'est mise à pleurer. Elle était comme ça. Elle dit, on coupe pas. Là, je dis, wow. Et je suis sorti. Elle me dit, Alain, c'est la plus belle entrevue que j'ai réalisée. J'en ai fait des milliers. Et là, je me disais, mais il y a quelque chose. Mon prof, il est pas si fou en communication. Il y a quelque chose. Et c'est pour ça que je raconte mon histoire maintenant. Mais oui, effectivement, avant, je parlais d'un mentor ou peu importe, sans nommer de personne. Alain, merci. Merci. Puis j'ai hâte d'ouvrir les 97 autres portes. Au revoir. Bonne semaine, machine. Ce podcast vous a été présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout.